C'est une des économies les plus dynamiques au monde. En 20 ans, l'Éthiopie s'est transformée. Elle affiche aujourd'hui une croissance de 10% par an et un nombre toujours plus important de millionnaires, parfois partis de rien. Enquête chez les super riches éthiopiens. À 54 ans, Said Mohamed Beran est un entrepreneur heureux. Il est à la tête de la plus grande fabrique de costumes d'Éthiopie. On fabrique 600 costumes par jour. Notre objectif, c'est 1000. Pour soutenir ces cadences, 650 employés se relaient jour et nuit. Main-d'œuvre, matières premières, ici, tout est éthiopien et ça plaît aux consommateurs. Dans les 85 magasins de sa chaîne, ses costumes s'arrachent comme des petits pains. C'est la marque la plus populaire du pays. Vendus 50 à 120 000 francs CFA pièce, ils ont fait la fortune de leurs créateurs. L'an dernier, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA. Dans 10 ans, on sera peut-être comme Zara ou H&M. On fera 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Said Mohamed Beran est l'archétype du self-made man à l'éthiopienne. Sa fortune, il l'a bâtie tout seul. Ce fils d'agriculteur a commencé avec cette machine à coudre achetée à la fin des années 80. C'est la machine avec laquelle j'ai commencé à travailler. J'ai acheté cette machine 30 000 francs CFA. Elle a beaucoup de valeur pour moi. À cette époque, il fabriquait des bleus de travail et des uniformes militaires avant de petit à petit monter en gamme. C'était un travail vraiment éprouvant. Je travaillais jour et nuit et en plus, il n'y avait pas d'électricité la nuit à cette époque. C'était très difficile, mais je me suis battu pour ça. 25 ans plus tard, sa vie a bien changé. Ambassador est une entreprise florissante qui lui a permis de devenir multimillionnaire en dollars. Et c'est dans le très chic quartier de Yeka, sur les hauteurs d'Addis Abeba, qu'il a élu domicile. Là, c'est la piscine. Ici, le sauna. Là, c'est le bar à jus. Et là, c'est les appartements des enfants. Cette maison plantée sur la colline, installée sur un terrain de 2200 mètres carrés, il a acheté il y a 2 ans 1 milliard de francs CFA. On a 2 cuisines comme celle-ci et 3 salons, c'est plus pratique. 3 salons, mais aussi 6 chambres et autant de salles de bain. Depuis sa terrasse, Said Mohamed Beran a une vue imprenable sur la capitale éthiopienne. Vous êtes un peu le roi de la ville ici. Oui, oui, oui. Moi qui suis simple tailleur. Et qui vient d'une famille de fermiers. La réussite de Said Mohamed Beran n'est pas unique en Éthiopie. C'est même le pays où le nombre de millionnaires en dollars a augmenté le plus vite sur le continent. Plus 108% entre 2007 et 2013. Alors, comment passe-t-on de simple tailleur à multimillionnaire? Selon cet expert en audit financier, ce phénomène s'explique par le choix économique du pays. En Éthiopie, on accueille les étrangers. On est ouvert à leurs investissements. Mais en même temps, il faut créer de la richesse pour les Éthiopiens. Il y a 10 ans, si on avait ouvert le secteur de la distribution aux investissements étrangers, alors qu'il n'y avait presque rien dans le pays, les grandes multinationales seraient venues et auraient installé leurs propres magasins. Et les Éthiopiens n'auraient pas eu ces espaces protégés pour créer de la richesse. C'est la stratégie de l'Éthiopie. Réserver des secteurs entiers de l'économie aux Éthiopiens. La banque, l'assurance ou la distribution sont interdits aux investisseurs étrangers. Résultat, les champions nationaux sont éthiopiens et ils s'enrichissent. Le pays compterait 2700 millionnaires et pour certains, c'est une aubaine. Tadiou Belete est millionnaire et lui, les super riches, il en a fait son business. Là, vous voyez, c'est les articles de presse qui ont été écrits sur moi et mon entreprise. Il est à la tête d'un empire du loisir. Hôtels, restaurants, bars, mais surtout une chaîne de spa comme ici. On a à peu près 20 salles de soins et aussi 239 employés. Ça fait beaucoup de monde.
Ce spa est l'un des 5 plus grands spas d'Afrique. Un établissement 5 étoiles réservé à l'élite. Et pourtant, il ne manque pas de clients. Il en accueille près de 10 000 chaque mois. Là, c'est le restaurant Le Diplomate. On accueille des clients du monde entier. On veut qu'ils profitent du design africain, mais aussi de la nourriture africaine. En ce moment, le chef vient du Kenya. En tout, il possède 9 établissements comme celui-là. Une fierté pour celui qui avait dû fuir son pays à l'âge de 16 ans. J'ai dû quitter mon pays dans les années 80 pour aller au Soudan en tant que réfugié politique. Parce que la situation à l'époque était très difficile. Les gens de notre âge étaient tués ou emprisonnés. Après le Soudan, Tadiwo Belete émigre aux États-Unis où il travaille pendant 20 ans dans le domaine du tourisme. J'ai fait beaucoup de choses là-bas. Et finalement, j'ai décidé de revenir en Afrique. Je voulais participer au développement du continent et de l'Éthiopie en particulier. Je voulais apporter ma modeste contribution. Et pour bâtir son édifice, il a d'abord commencé à investir dans l'immobilier, un secteur à l'époque protégé par l'État des investissements étrangers. Il y a 30 ans, quand j'ai aménagé à Addis Abeba, moi et mon ami en face étions les 2 seuls immeubles du quartier. Et cette route n'avait que 2 voies. Maintenant, regardez, 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées de buildings. Par ici, vous avez au moins 15 hôtels. Et nous, on était les premiers. Un investissement visionnaire, car depuis le début des années 2000, l'économie éthiopienne est en plein boom, avec 10% de croissance par an en moyenne. Mais devenir millionnaire, ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi un style de vie, et ça s'apprend. Senai Wolderfuel ne fait pas encore partie du club très fermé des millionnaires éthiopiens, mais il pourrait le devenir d'ici 1 an. À 29 ans, sa société d'export d'épices et de café lui rapporte déjà 300 millions de francs CFA par an. C'est l'une des 30 sociétés les plus prometteuses d'Afrique selon le magazine Forbes. Nous avons des clients partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Europe, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Nouvelle-Zélande, en Australie et aussi au Moyen-Orient. Alors, pour se préparer à faire partie de l'élite économique de l'Éthiopie, Senai vient de s'inscrire dans le club de golf d'Addis Abeba. C'est un club qui est réservé à un cercle restreint. Et ça, c'est nouveau pour un pays comme l'Éthiopie. Et s'il met autant d'applications dans son swing, c'est que faire partie de ce club, c'est un symbole de réussite. Je suis très content de ma réussite aujourd'hui, mais je suis sûr que je peux rentrer dans la cour des grands et je travaille dur pour y arriver. Je suis sûr que très bientôt je serai ici, en train de jouer avec les autres membres du club. Ces traditions, les super riches éthiopiens y tiennent beaucoup. Un dimanche par mois, une trentaine de millionnaires de tout le pays se retrouvent à 100 km de la capitale éthiopienne, dans l'un des établissements de Tadiwo Belete. C'est lui qui a fait fortune grâce à son business du loisir. Ici, les invités sont triés sur le volet. Je voudrais vous présenter mon modèle. C'est un homme d'affaires très important dans le pays. Ici, vous avez l'ambassadeur d'Égypte et le docteur Tababa. C'est l'un des plus importants du pays. Et enfin, Sarah, une très bonne amie, qui est aussi une très grande femme d'affaires. Tous sont rassemblés pour partager un bon repas, un moment de détente, mais pas seulement. C'est dimanche après-midi, on ne devrait pas travailler. Mais parfois, on fait des écarts. On peut parler business officiellement dans un bureau ou bien dans un environnement plus convivial. Quand on discute, en mangeant ou en buvant un verre de vin, c'est beaucoup plus détendu. À la fin du repas, les amateurs partagent un cigare. C'est à ce moment que se négocient les plus gros contrats. La tradition de la cigar party pour Éthiopiens fortunés a sans doute de beaux jours devant elle. Selon les experts, d'ici 4 ans,
le nombre de millionnaires devrait encore augmenter. En 2020, l'Éthiopie devrait compter 4700 millionnaires. Alors, première question, évidemment, elle vient à l'esprit, Guy Gouët. Quel est le secret de cette réussite éthiopienne ? S'il y avait un seul secret, ça se saurait. Je pense clairement que nous sommes devant une conjonction de facteurs positifs qui permettent aujourd'hui l'émergence de finalement cette classe de riches, cette classe de millionnaires tout au moins. Commençons par le plan politique. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, au plan politique, au plan administratif très précisément, l'Éthiopie n'est pas encore un modèle. Le système administratif est encore extrêmement lourd. Oui. Il n'est pas encore totalement facile d'y faire des affaires. Donc, ce qu'on vient de voir à votre écran, eh bien, ce sont des êtres exceptionnels. Ce sont des êtres exceptionnels qui posent devant nous un défi. Le défi de faire en sorte que ces êtres exceptionnels deviennent ordinaires et qu'ils atteignent une taille critique. Le second point, et non des moindres, c'est la consistance du marché domestique. Nous sommes sur un marché de plus de 80 millions d'habitants. Oui. Et quand les consommateurs prennent conscience qu'ils peuvent consommer de la qualité en interne, eh bien, c'est une bonne affaire pour les opérateurs économiques. Enfin, troisième élément, c'est que regardez ce qu'ils consomment, ceux qui vont dans les boutiques, dans les magasins qu'on vient de voir. Eh bien, c'est essentiellement la classe moyenne et la classe moyenne supérieure, ainsi que la classe supérieure. Ça confirme, pour ceux qui ont encore un doute aujourd'hui, qu'il existe en Afrique, et en Éthiopie en particulier, une vraie classe moyenne avec de vrais besoins de consommation qui se situe peu ou prou au même niveau que les besoins de consommation de la classe moyenne chinoise, européenne même dans un certain sens. La question de la définition d'une classe moyenne africaine est souvent sujette à caution. Il y en a qui se lèvent pour dire que les fameux 340 millions de personnes appartenant à la classe moyenne, d'après le dernier chiffrage de la Banque africaine de développement qui date de 2013, est gonflé. Eh bien, que nenni, nous avons la chance d'être au quotidien sur le terrain. Eh bien, je peux vous dire que lorsqu'on pourra me dire comment un Africain qui gagne 1 500 € par mois, qui a un logement qui lui coûte 500 € par mois, qu'il a une épouse et 5 enfants, sachant que chaque Africain qui a réussi à minima en moyenne en charge 50 personnes, en général, il n'a pas d'assurance maladie, donc il est directement exposé à tout type de risque. Lorsqu'on me dira comment celui-là est en mesure d'avoir en plus un véhicule et de s'en sortir et d'épargner et d'investir comme on est en train de le voir, alors lorsqu'on aura fini de faire ce calcul, on se rendra très vite compte qu'il n'y a pas 340, mais bien au-delà de 400 millions d'habitants qui appartiennent aujourd'hui à la classe moyenne. J'aimerais que l'on revienne au cadre réglementaire éthiopien. Alors vous avez parlé de cette administration qui est très lourde, qui est héritée de ce passé proche de l'URSS. On sait qu'on aimait beaucoup les papiers à cette époque-là, notamment. Aujourd'hui, tout de même, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a pas mal de protectionnisme. Ça, c'est un choix délibéré qui a été fait par l'État. Et ce n'est pas un choix que beaucoup d'autres États africains ont fait. Pourquoi, selon vous ? Parce que là, ça marche. Bien sûr, ça marche. Et contrairement, une fois encore, à une idée reçue, beaucoup d'États africains font du protectionnisme. Alors, on pourra prendre, si vous le voulez, un certain nombre d'exemples, mais c'est du protectionnisme qui n'est absolument pas lié, comme dans le cas de l'Éthiopie, à ce qu'on appelle une vraie stratégie étatique et justement qui fait de l'État un État stratège. Comme le disait si bien votre reportage, eh bien, on a choisi un certain nombre de créneaux, de secteurs, de segments qu'on pourrait considérer ici comme des segments de souveraineté, ceux auxquels les opérateurs étrangers ne peuvent pas toucher. Voilà, toutes choses qui ont été bradées, par exemple, dans les pays d'Afrique francophone, pour les citer en particulier, à la faveur d'ailleurs des fameux programmes d'ajustement structurel qui ont finalement permis, et nous ont obligés d'ailleurs à liquider des pans entiers de secteurs d'activité qui n'auraient jamais dû l'être. Donc oui, on a là une position politique assumée et qui marche. Oui. Alors tout ça est admirable, mais on peut aussi constater que cet argent est extrêmement mal réparti. Il y a des millionnaires, mais le salaire moyen est d'1,50 $. C'est un des plus bas en Afrique. Est-ce que c'est viable à long terme, de tels écarts ?
C'est évidemment extrêmement compliqué et Dieu merci, dans le cas de l'Éthiopie, on note qu'il y a quand même un ascenseur social. C'est-à-dire que le petit-fils de fermier peut partir de rien du tout et atteindre les plus hauts sommets. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, au niveau de la répartition des richesses, il est clair que, et des efforts sont d'ailleurs en train d'être mis en place, le deuxième plan de développement éthiopien qui est en train de se dérouler et qui correspond à ce qu'on appelle dans les pays d'Afrique francophone les dispositifs, les stratégies ou les plans d'émergence, si vous voulez, est en train d'être mis en place pour essayer de juguler cette problématique. Mais la vraie question, c'est de savoir si le niveau de croissance, si la masse des pauvres empêche de devenir plus riches. Eh bien, la réponse est malheureusement non. Parce que si, à titre d'analyse comparée, on voit ce qui se passe au niveau mondial, on a une observation. On peut faire l'observation suivante. Alors que l'économie mondiale est en berne, savez-vous qu'en 2015, eh bien, le monde a accumulé 99 milliardaires de plus, malgré la crise. Donc, avec une Éthiopie et une croissance à 2 chiffres depuis déjà une décennie, même si c'est dur à dire, mais il faut dire les choses comme elles sont, même avec une masse de pauvres, attendu que nous avons un marché domestique important, viable, attendu que nous avons un État stratège et entre les deux des opérateurs économiques d'un type nouveau, ça fonctionne quand même. C'est ce que ça marche et ça peut marcher durablement. Bon, espérons que ce ne soit pas le cas. C'est notre... La question des téléspectateurs, vous savez, c'est une tradition dans cette émission. On va la découvrir ensemble. Les pays développés n'ont-ils pas eux aussi recours au protectionnisme? Une très bonne question qui nous vient d'Abdourahmane Dalil au Cameroun. Eh bien, je vais vous dire une chose. Contrairement une fois encore aux idées reçues, les pays développés, quand je parle des pays développés, je pense notamment aux pays du bloc Europe, États-Unis, eh bien, sont des pays qui pratiquent le plus de protectionnisme, sauf qu'ils ne l'appellent pas par ce nom, évidemment, au nom des convenances. Nous sommes dans le domaine de la normalisation. Je vais juste vous prendre un exemple très précis. Nous sommes dans une ville, capitale de l'Europe, Bruxelles, moins de 2 millions d'habitants. Savez-vous que dans cette ville, qui ressemble à s'y méprendre à un mouchoir de poche, eh bien, il y a 25 000 personnes qui travaillent de jour et de nuit au titre de lobbyistes pour défendre les intérêts privés. Eh bien, il n'y a pas meilleur moyen que la fabrication au quotidien de nouvelles normes pour protéger son marché. On l'a d'ailleurs vu lorsque l'Europe est allée vent debout contre les fameux panneaux solaires chinois pour les bloquer hors des territoires européens. Donc oui, à ce téléspectateur, les pays développés pratiquent du protectionnisme. Ils le cachent mieux.